Abuja abrite depuis hier les festivités du 40e anniversaire de la CEDEAO et la 48e session ordinaire des chefs d'État de l'organisation. Une session totalement consacrée à la mutualisation des efforts des pays membres pour venir à bout du terrorisme. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, prend part aux travaux aux côtés de ses pairs de la sous-région. Place de la République, adoption en plénière par les élus de la nation de plusieurs projets de loi de ratification, de conventions et de protocoles. Des projets de loi relatifs au financement, au travail, au commerce illicite du tabac ainsi qu'à la prévention des risques biotechnologiques. Promouvoir les droits de l'homme, mais aussi surtout assurer la lutte contre la corruption, l'impunité et la délinquance financière. C'est à cela qui va s'atteler le programme d'urgence pour le renforcement du système judiciaire et de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Un programme lancé aujourd'hui pour près de 60 milliards de francs CFA pour une durée de 3 ans. Fin de la 3e session de la Cour d'assises. Au total, 63 affaires étaient inscrites au rôle des affaires foncières, financières et criminelles. On fera le point complet des conclusions de ces assises dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue à la grande édition de l'ERTM. Direction Abuja au Nigeria, où le président de la République a pris part aux côtés de ses pairs de la sous-région à la célébration du 40e anniversaire de la CEDEAO et à la 48e session ordinaire des chefs d'État de l'organisation consacrée à la lutte contre le terrorisme. Et il s'agissait au cours de cette conférence de voir comment mutualiser les efforts des pays membres pour venir à bout du fléau. Et je vous signale que le chef de l'État est sur son arrivée à Bamako. Ses impressions dans nos éditions de demain, mais avant, je vous propose de suivre son arrivée hier à Abuja, le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Modibo Mariko et Brahima Koulibaly. Une matinée particulièrement animée à l'aéroport international d'Abuja. Des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CEDEAO sont reçus l'un après l'autre par les ministres des Affaires étrangères nigérians Geoffrey Enyama. Parmi ces personnalités, Ibrahim Boubacar Keïta. Ibeka, après sa descente d'avion, a passé à revue les détachements militaires nigérians sur place avant de suivre l'exécution de l'hymne national. Ibrahim Boubacar Keïta vient ainsi participer à des événements importants pour la vie de notre organisation commune. Il s'agit de la célébration du 40e anniversaire de la CEDEAO et de la 48e session ordinaire des chefs d'État de l'organisation consacrée à la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. De ces deux événements, les attentes du Mali sont énormes. C'est un plaisir et d'un intérêt réel également d'échanger avec mes frères de la sous-région sur des matières qui nous sont communes. Le terrorisme est aujourd'hui malheureusement un fléau qui nous est commun. Et chaque fois donc que nous avons l'occasion d'en connaître ensemble, ce ne peut qu'être bénéfique pour notre lutte commune contre ce fléau-là. Et je suis certain que le sommet d'Abuja, qui est également la commémoration de la création de notre CEDEAO, sera une occasion pour nous, encore une fois, d'avancer dans la mutualisation de nos efforts, de nos forces, en vue de bouter ce phénomène hors de notre espace communautaire. Chacun de nous en souffre. Ce pays où nous sommes aujourd'hui, le Nigeria, en souffre, en paye le prix le plus fort au quotidien. Et tous les pays de la sous-région sont également attaqués, agressés. Et donc il est bon, il est sain que nous mettions ensemble toutes nos expériences, tous nos efforts, et que l'on arrive également avec la modération internationale à bouter ce fléau hors de notre zone communautaire. Le président de la République et ses pairs, juste après leur arrivée, se sont directement dirigés vers la salle de conférence où ils ont procédé à l'ouverture officielle de la conférence. Ibeka et les chefs d'État de la CEDEAO s'attaquent ainsi de plain-pied à un terrain de défi déblayé un peu plus tôt par la 75e session ordinaire des ministres. Une session qui a vu la participation des ministres en charge de l'intégration africaine et des finances des pays membres.
Et les détails des travaux des chefs d'État sur la lutte contre le terrorisme au cours de ce journal avec nos envoyés spéciaux. Retour à Bamako et nous vous amenons à la primature où le chef du gouvernement, Modibo Keïta, a reçu en audience ce matin le nouveau représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel. Il se nomme Angel Losado. Au micro de Khadija Toukone, il réitère tout le soutien de l'Union européenne à notre pays. Écoutons-le. C'est une première prise de contact. Je fais ici à ce moment-là. Je viens de prendre mes fonctions il y a à peine 4 jours à Bruxelles et je suis venu immédiatement ici au Mali, justement, pour voir un peu comment la situation et pour donner le suivi de l'Union européenne dans toute cette question qui est primordiale d'ailleurs. Et avec la présence ici de l'ambassadeur à Hauteville, nous sommes en train d'évaluer actuellement la situation comme elle est. Mais surtout démontrer la solidarité de l'Union européenne après ce qui s'est passé et démontrer que nous sommes présents et que nous allons continuer à être présents avec plus d'Europe ici et essayer d'appuyer le Mali dans tout ce processus. Place de la République, les élus de la nation ont adopté hier en plénière plusieurs projets de loi de ratification de conventions et de protocoles. Ces projets de loi sont relatifs au financement, au travail, au commerce illicite du tabac ainsi qu'à la prévention des risques biotechnologiques. Plus de détails avec nous, Sissoko. Le premier projet de loi examiné par les élus de la nation porte sur un accord de prêt entre le Mali et l'Association internationale de développement IDA. Cet accord d'un montant de plus de 29 milliards 255 millions de francs CFA, signé le 11 décembre dernier à Washington, est relatif au financement du second crédit d'appui à la reprise et aux réformes de gouvernance. Ce projet de loi a été adopté à l'unanimité par les députés présents. Cet accord est utile à notre pays, donc il urge pour nous de faire procéder à cet appui qui non seulement participe au financement de la reprise, mais également à la relance économique. Les parlementaires se sont penchés ensuite sur le projet de loi de protocole lié à la Convention sur le travail forcé de 1930. La Convention sur la santé et la sécurité des travailleurs et son protocole, signés respectivement le 22 juin 1981 et le 3 juin 2002 à Genève, était également au centre des discussions. Les 10 projets de loi ont été adoptés par les élus. Nous ratifions beaucoup de conventions, mais les mises en œuvre de ces conventions font défaut. Et cela a été constaté pour les 2 conventions. Donc il a été décidé de commun accord en 2014 de prendre des protocoles additionnels pour la mise en œuvre effective de ces conventions en lien avec l'engagement de chaque pays à promouvoir le travail décent. Les projets de loi de ratification portent sur les agences privées et à celles relatives au service de l'emploi de la Conférence internationale du travail ont aussi été passés au peigne fin et votés. Les dispositifs de contrôle existent au niveau de l'inspection. Même aujourd'hui, le directeur national du travail nous a donné, disons, l'information. Les inspecteurs sont partis vérifier certains bureaux de placement auprès desquels il y a des difficultés notoires dans leur fonctionnement vis-à-vis de la loi qui régit leur fonctionnement. Donc je crois que de ce côté aussi, c'est l'inspection du travail qui veille à ce que font ces bureaux privés s'inscrivent dans le cadre de nos textes, de nos lois. Tous ces projets de loi soumis au Parlement ont été initiés par le ministre des Affaires étrangères. Restons à l'hémicycle où les députés ont aussi examiné, voté une dizaine de projets de loi environ. Parmi elles figure une proposition de loi portant modification de la loi relative à la création des communes et des projets de loi de ratification. On retrouve nous aussi Sissoko. Les élus de la nation ont statué sur le projet de loi du protocole additionnel concernant la responsabilité et la réparation, relatif à la prévention des risques biotechnologiques adopté au Japon en 2010. Ce protocole vise la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique. Il prend en compte les risques pour la santé humaine.
Le protocole établit aussi des règles et procédures internationales en matière de responsabilité et de réparation au bénéfice des organismes vivants modifiés. Le projet de loi initié par le ministre des Affaires étrangères avant son adoption a suscité des interrogations sur la menace des organismes génétiquement modifiés. Toutes les découvertes ont un côté positif et un côté négatif. Les organismes génétiquement modifiés sont des organismes qu'on a obtenus en prenant un gène ou bien une autre structure ailleurs pour venir modifier leur patrimoine génétique. Donc ils vont donner des organismes qui peuvent être dangereux, qui peuvent ne pas être dangereux. Les ressources commençant à être rares, le propre de l'homme c'est de réfléchir et de chercher les moyens pour avancer. Et donc dans ce cadre-là, que souvent il a fallu modifier certaines, il a pris l'exemple par exemple de maïs génétiquement modifié ou de coton, qui permettent de produire plus, mais à ce moment il faut se donner les moyens de contrôler l'envers et ne pas se trouver bloqué un jour. Le projet de loi du protocole sur l'élimination du commerce illicite des produits du tabac, adopté par l'OMS en 2012, a lui aussi reçu l'aval des députés. Selon les experts, le commerce illicite de tabac représentait près d'un dixième des ventes mondiales de cigarettes, soit plus de 600 milliards de cigarettes. Par ailleurs, ce commerce illicite est souvent lié à d'autres réseaux de criminalité organisée, trafic d'armes, de drogue ou de médicaments qui mettent en péril la sécurité publique. En 2014, la contrebande de cigarettes représentait à peu près 28% des parts du marché. Et cette année, c'est descendu dans l'ordre de 15%. Ça veut dire qu'il y a une réduction presque de moitié. Les parlementaires ont également délibéré sur le projet de loi sur l'adhésion du Mali à la Convention relative au statut des apatrides et à celle concernant la réduction des cas d'apatridie. Actuellement, les nombreux conflits armés dans le monde, entraînant le déplacement massif des personnes, donnent lieu à des naissances d'enfants en exil qui ne peuvent pas être déclarés. De ce fait, ces derniers deviennent des apatrides. Face à ce vide juridique, les personnes apatrides se voient refuser ou restreindre la jouissance des droits fondamentaux tels que l'accès à l'emploi, au logement, à l'éducation ou encore aux soins de santé. L'apatridie est inconnue de notre système juridique. L'adoption vraiment de cette convention viendrait combler un vide juridique. Le Mali ayant ratifié les instruments internationaux en la matière ne fait que conforter vraiment cette situation en faisant en sorte qu'il n'y ait pas d'apatridie et que les cas d'apatridie qui seront déclarés bénéficient d'une protection. La proposition de loi portant modification de la loi portant création des communes a été initiée par Moussa Badjaga, député élu à Nara. Cette proposition vise à corriger une erreur d'appellation de la commune de Djafounou-Gori dans le cercle de Yélimane. Cette collectivité prend désormais le nom de commune rurale de Djafounou-Tambakara. Les parlementaires ont enfin voté le projet de loi qui autorise le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance. Cette mesure couvre la période comprise entre la fin de la session d'octobre 2015 et l'ouverture de la session d'avril 2016. L'habilitation concerne la création, l'organisation et le contrôle des services et organismes publics, l'organisation de la production, les traités et accords internationaux, entre autres. Et je vous propose de suivre à présent le reportage de nos envoyés spéciaux Modibo Mariko et Brahima Koulibaly par rapport à la tenue du sommet de la CEDEAO sur la lutte contre le terrorisme à Abuja, au Nigeria. La lutte contre le terrorisme, thème central de cette conférence de la CEDEAO, un thème mobilisateur par son caractère transfrontalier. La preuve par les pays représentés au plus haut niveau, plus d'une dizaine de chefs d'État présents. Il s'agit au cours de la rencontre d'échanger et de trouver ensemble les voies et moyens en vue d'éradiquer les fléaux. Pour le président du Sénégal qui est en même temps présent en exercice de la CEDEAO, le terrorisme est l'un des plus grands défis à relever par la communauté. De grands défis nous interpellent en effet, au premier rang desquels le terrorisme
avec son lot quasi quotidien de victimes, plongeant des familles entières dans le malheur et le désarroi. Je redis ici notre solidarité agissante aux pays frères durement éprouvés par tant de barbarie et d'inhumanité. Face à cette logique de la mort, il nous faut rester unis et solidaires dans l'action. Outre la réponse militaire indispensable, le temps est venu pour notre organisation d'adopter une véritable stratégie globale de lutte préventive par l'échange d'informations et d'expériences, l'harmonisation de nos législations en la matière, le contrôle et la surveillance des frontières. En définitive, il y a aujourd'hui un besoin urgent de concilier le principe de libre circulation des personnes et des biens et l'impératif sécuritaire. Le deuxième défi. Sur le plan politique, Macky Sall note que l'année 2015 est aussi celle de la consolidation de l'ancrage démocratique dans la sous-région. 5 des 15 pays ont tenu des élections apaisées, libres et transparentes. À ces acquis démocratiques s'ajoutent les progrès d'intégration économique et citoyenne. Pour le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouédraogo, les tarifs extérieurs communs et le passeport de la CEDEAO lancé, la carte d'identité biométrique viendra renforcer les sentiments d'appartenance communautaire, vision partagée de la CEDEAO des peuples, et ce n'est pas tout, car les perspectives pour 2016 s'annoncent bonnes. Pour assurer l'adéquation entre les ressources financières de la CEDEAO et les missions de plus en plus étendues qui lui sont confiées, j'ai instruit les services de la Commission d'entreprendre en 2016 une étude globale sur le financement de la communauté. Cette étude nous permettra en outre d'harmoniser le taux de prélèvement communautaire avec celui de l'UEMOA, comme convenu lors de l'adoption du tarif extérieur commun de la CEDEAO. Les institutions et organisations partenaires ne sont pas restés en marge de la cérémonie. Les représentants du secrétaire général des Nations Unies, Mohamed Ibn Chambaz, et la présidente de la Commission de l'Union africaine ont tour à tour assuré la CEDEAO de leur soutien sans faille dans tous les défis actuels et futurs. Puis s'en est suivi un long huis clos entre chefs d'État qui a pris fin en début de soirée, histoire d'observer plus en détail les propositions de solutions aux défis soumis à eux par le président en exercice de l'organisation. Et je vous signale que le chef de l'État vient tout juste d'arriver à Bamako. Ses impressions dans nos éditions de demain. Audience à la Haute Cour de justice. Le président de l'institution a reçu le procureur général près la Cour suprême du Mali, accompagné des avocats généraux. Il s'agissait pour les visiteurs du jour de prendre contact avec Abdirahman Nyanga et de voir comment renforcer les liens de collaboration. Le procureur général près la Cour suprême du Mali, Mamadou Tidiane Dambélé, est au micro de Mohamed Ouldou Mamouni. Culturellement, quand on s'installe et qu'on a une collaboration avec une autre structure, notre culture nous dit qu'il faut rendre visite de courtoisie, et qu'il faut prendre contact aujourd'hui avec la Cour pour asseoir les bases d'une collaboration, parce que nous sommes désormais près cette Cour dans le cadre de son travail. La Haute Cour est une juridiction répressive. La composition de toute juridiction répressive, il y a la Cour qui est représentée par messieurs les députés juges et un ministère public qui est représenté par le parquet général de la Cour suprême. Nous sommes, en tant que parquet général, représentés. C'est de cela qu'on a évoqué aujourd'hui, avec beaucoup d'autres questions qui, à l'avenir, seront débattues dans un cadre de concertation et de réflexion. Nous remercions M. le Président et sa Haute Cour d'avoir été si prompte dans la réponse réservée à notre demande. Et nous avons été très heureux de constater la disponibilité de la Cour à collaborer avec le parquet général. Qu'il nous en soit remercié.
Voilà, le procureur général près la Cour suprême du Mali, Mamadou Tidjane Dambélé. Félicitations aux lauréats de la première édition du Trophée des Premières Dames de la zone UEMOA, une première édition remportée par notre pays. Et justement, ces lauréats de retour de Dakar ont été accueillis hier soir à l'aéroport international de Bamako-Sinou par la Première Dame. Pour le rappel, nos jeunes compatriotes sont les heureux gagnants du concours débat, le profil du citoyen, une initiative de l'ONG Agir et de l'Association pour la conscience citoyenne. Et ce premier trophée porte le nom de Keita Aminata Maïga. Salimata Dao était à l'arrivée. Son reportage. 3 lauréats, l'animateur du débat et les organisateurs, tous sont arrivés très émus à Bamako. Ils ont été accueillis avec tous les honneurs par la première dame du Mali, Keita Aminata Maïga, présidente de l'ONG Agir. Le professeur Diankunda Traoré, parrain de l'événement, et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Muntaratal. Ces jeunes gens ont réussi à démentir pas mal d'images négatives sur notre enseignement supérieur. Ils se sont battus ici, ils sont allés se battre à Dakar, ils ont montré que si l'on veut, on peut. Ils ont démontré que la formation est une question collective, certes, mais aussi d'engagement et de volonté personnelle. Aujourd'hui, ils reviennent avec ces trophées. Nous ne pouvons que nous en réjouir et manifester notre joie et surtout notre fierté. Ce cheval qui a été empoché par Madame la Première Dame depuis quelques temps, il me semble que c'est certainement le meilleur. Je dis souvent que nous avons tous intérêt aujourd'hui à être moins maliens, moins sénégalais, moins ivoiriens, moins guinéens et à être beaucoup plus africains. Ceux qui nous ont conduits à l'indépendance l'avaient compris depuis très longtemps. Et il nous appartient aujourd'hui de remettre ces valeurs à l'ordre du jour. Si nous voulons que l'Afrique s'en sorte, l'Afrique comme demain, et que nous puissions également apporter notre idée à la transition. La première dame du Mali, Keita Aminata Maïga, non et marraine de l'événement, était juste enthousiasmée par cette victoire. Je voudrais remercier tout le monde. Tout le monde, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur qui nous a accompagnés dès le premier débat. Notre parrain d'aujourd'hui, Diankunda Traoré, le président Diankunda Traoré, qui, malgré le délai de demande pour qu'il puisse être parrain, il a accepté pour le match aller à Bamako, mais il a également accepté tout de suite pour aller à Dakar. Donc merci beaucoup, professeur Diankunda Traoré. Mais je sais que vous n'avez fait que votre devoir, c'est accompagner l'étudiant malien dans la quête de l'amélioration de l'éducation. En tout cas, merci à tous ceux, que ce soit la presse, l'ORTM, l'ACC, également nos donateurs, parce que si nous avons pu faire tout ceci, c'est parce que des personnes de bonne volonté nous ont aidés. La Fédération du Mali aurait-elle été profitable aux deux pays? C'était le thème de la première manche qui a eu lieu à Bamako le 12 septembre dernier. Le Mali qui défendait le oui est sorti victorieux ce jour-là. 3 mois après, jour pour jour, le Sénégal prenait la revanche sur le Mali en débattant du thème « La CEDEAO doit-elle se doter d'une monnaie unique ?» Mais au finish, c'est le Mali qui soit grand gagnant de cette première compétition après le cumul des points et remporte ainsi le trophée de l'intégration africaine Keita Aminata Maïga. L'ensemble, tout s'est bien passé, Dieu merci. La préparation était difficile puisque vous avez M. Singare et M. Sissé qui étaient en stage. C'était difficile, le matin le stage, le soir les cours du soir. C'était moi qui flottais un peu la journée. Mais on arrivait à travailler avec les téléphones, avec les réseaux sociaux, jusqu'à ce que 2 jours ou 3 jours, on arrive à libérer les dés pour compléter une équipe. Même étant à Dakar, on ne sortait pas avant le débat. Les nuits, on continue à travailler. On a vraiment mouillé beaucoup le maillot pour arriver là. Le trophée de la paix, Mariam Sall, première dame du Sénégal, prix du meilleur orateur, est revenu à notre compatriote Ousmane Senghari. Ce projet qui va s'étendre à d'autres pays vise à promouvoir la citoyenneté et le dialogue intergénérationnel, former les jeunes à la culture du débat et à la recherche et renforcer les bases de la démocratie participative.
Oui, félicitations encore. Sur un tout autre plan, consolider le pouvoir judiciaire et l'état de droit, promouvoir les droits de l'homme, mais aussi et surtout assurer la lutte contre la corruption, l'impunité et la délinquance financière. Voilà les objectifs du programme d'urgence pour le renforcement du système judiciaire et de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali qui vient d'être lancé. Les activités de ce programme qui s'étend de 2015 à 2018 vont coûter à l'État et ses partenaires près de 60 milliards de francs CFA. Mamoudou Sidibé, compte rendu. Le programme d'urgence pour le renforcement du système judiciaire et des mises en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, qui vient d'être lancé, est en harmonie avec les actions en faveur du développement et de la paix. Il s'agit entre autres du programme d'action gouvernementale, de la déclaration de politique générale du Premier ministre et des objectifs du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. Pour la mise en œuvre de ces actions, le budget du programme 2015-2018 prévoit une enveloppe globale de 59 milliards 960 millions de francs CFA, dont près de 33 milliards de disponibles. Cet important programme, faut-il le rappeler, a pour objectif général d'améliorer la qualité et la crédibilité du système judiciaire. Comme vous le savez, il a été élaboré dans le cadre d'un processus participatif. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme est pleinement dédié à jouer un rôle essentiel au niveau de la coordination des appuis. À ce titre, vous remarquerez dans les documents distribués que chaque activité est affectée à un service désigné responsable de sa mise en œuvre. La mise en œuvre des activités de ce programme permettra de rapprocher la justice des justiciables et de renforcer l'ancrage de l'état de droit. Au cours des travaux, l'intervention des chefs des services centraux de la justice et des présidents de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle a été déterminante dans l'appropriation du programme par les participants. C'est parti pour la 7e édition de la semaine de la microfinance. Le thème de cette année est la microfinance au cœur de la relance économique du Mali. La cérémonie était présidée par le ministre de la Promotion des investissements et du secteur privé. Le reportage de Aïssata Ibrahim Maïga avec la voix de Salimata Ndao. Instaurée depuis quelques années au Mali, la semaine dédiée à la promotion des systèmes financiers évalue la situation des entreprises de microfinance, aujourd'hui présentes dans tous les secteurs d'activité. Ce qui fait de la microfinance un élément essentiel du développement du Mali. Ce secteur, c'est plus d'1 million de clients, plus d'1 122 000 usagers, plus de 69 milliards en cours de crédit et 56 milliards 354 millions en cours d'épargne. Au Mali, le secteur de la microfinance occupe une place de choix dans les politiques publiques, conformément à la vision de développement du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, énoncée dans son projet de société. L'engagement des plus hautes autorités est donc constant. Et dans ce cadre, le cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté, CSCRP 2012-2017, a assigné au SFD un rôle déterminant pour la création d'activités génératrices de revenus et d'emplois pour la promotion d'exploitation agricole et de micro-entreprises. Il s'agit donc de faire de la microfinance un précieux outil pour l'amélioration de l'inclusion financière au bénéfice des populations les plus démunies et qui n'ont pas accès au système bancaire classique. Avec l'effort conjoint des autorités, des acteurs du secteur et des partenaires techniques et financiers, nous avons pu stabiliser la situation et nous sommes en train de passer à une phase de relance du secteur. En dépit de ces résultats encourageants, le secteur enregistre des difficultés, notamment en ce qui concerne sa présence dans les régions de Gao, Tombouctou et Kidal. Nos institutions membres ont fait l'objet de saccages, de pillages dans ces régions. On a perdu non seulement le portefeuille, c'est-à-dire que tous les crédits qu'on avait donnés, les gens ont disparu, les bâtiments ont disparu, les coffres forts ont disparu, les meubles ont disparu, nous avons tout à reprendre. Et c'est ce travail qu'on est en train de faire avec l'accompagnement du gouvernement et des partenaires techniques et financiers pour revenir très rapidement dans ces zones. Évoquant le thème de la présente édition, la microfinance au cœur de la relance économique, le ministre jugera qu'il cadre parfaitement avec les préoccupations du gouvernement après les événements de 2012. Et on peut dire déjà que cette relance économique est en marche dans notre pays. L'Inde offre des opportunités d'investissement pour les Maliens. Une journée de rencontres et d'échanges s'est tenue ici à Bamako sur ce partenariat Sud-Sud. La rencontre a été l'occasion pour les différents acteurs d'ouvrir le débat sur le partenariat Sud-Sud et ses enjeux. Nous aussi secours.
De tous les créneaux du partenariat Sud-Sud, la formation et le transfert de compétences se présentent comme les plus porteurs pour nos pays africains. Une réalité incontestable dont les pistes de concrétisation viennent d'être amorcées dans le cadre d'une collaboration Sud-Sud entre deux structures privées du Mali et de l'Inde. Vous le saviez au même titre que moi que l'Inde fait partie des pays émergents. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est qu'en matière de formation, donc l'Inde est une référence. Surtout en matière de formation dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la technologie et dans le domaine du management. En sus de ces avantages comparatifs en termes de coûts de formation et de conditions de vie, l'Inde reste l'une des meilleures destinations en matière de compétitivité et de qualité, notamment dans les domaines des nouvelles technologies, sur lesquels repose son développement social et sa croissance économique. Le premier avantage, c'est que la formation se fait en anglais. Le second aspect, c'est que la formation en Inde, on n'utilise plus les bics dans les classes. En fait, vous n'avez plus de papier, donc tout se fait avec l'ordinateur. Donc même étant un journaliste, c'est que vous serez très à l'aise avec l'ordinateur. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, c'est que le coût est très abordable. Autant d'avantages et d'opportunités que le cabinet Gersel entend faire connaître du grand public à travers l'engagement qui le lie désormais avec son partenaire indien. À présent, cette série de questions, qui était le président Modibo Keïta? Qu'a-t-il fait pour le Mali et qu'est-ce qu'on peut retenir de lui? Oui, chacun a sûrement sa réponse. Ces questions étaient au centre des débats du symposium sur le premier président du Mali indépendant. Ce symposium, qui regroupe des scientifiques, des politiques et des étudiants, est une initiative de la Commission nationale d'organisation du centenaire de l'homme. Le reportage de Abdelman Meïga. À ce symposium, des historiens, des politiques, des hommes de culture et des étudiants échangent sur la vie et l'œuvre du président Modibo Keïta. Ces acteurs venus du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Sénégal, de la Guinée-Conakry et de la Côte d'Ivoire approfondissent leurs connaissances sur l'homme à travers 4 thèmes spécifiques. Il s'agit de la bibliographie du président Modibo Keïta, sa pensée politique, ses œuvres et son héritage. Nous demeurons cependant convaincus que grâce à la qualité des communicateurs, des communications, des échanges attendus entre scientifiques, politiques et témoins, le président Modibo Keïta, son œuvre immense seront mieux connues, son héritage plus rassembleur et plus refondateur. Cette rencontre est une occasion voulue par la Commission nationale d'organisation du centenaire de Modibo Keïta pour rendre hommage à ce grand homme d'État qui a conduit le Mali à l'indépendance en 1960. Ici, les invités auront droit à des exposés suivis des débats et des témoignages sur l'homme. La finalité recherchée par la Commission nationale d'organisation à travers le symposium est de faire connaître Feu Modibo Keïta au grand public afin qu'il serve de repère à la jeune génération. Modibo Keïta reste sans conteste l'une des personnalités illustres qui ont le plus marqué l'histoire de l'Afrique dans les premières années des indépendances africaines. Son idéologie, ses œuvres, les lignes tracées par lui et les actions accomplies par le président Modibo Keïta continuent de marquer les souvenirs des anciens, aussi bien au Mali, en Afrique que dans le monde. En s'inscrivant dans le cadre des activités commémoratives du centenaire de Modibo Keïta, cette rencontre a débuté par une conférence introductive sur le premier président du Mali indépendant. De ce thème présenté par le professeur Modibo Diakité, historien et ancien ministre, on retient une leçon, c'est que l'homme dont on célèbre le centenaire a compris que la voie du développement de l'Afrique passe forcément par l'intégration africaine. Nous avons pour, en tout cas, intention de profiter de chacune des secondes des 3 jours que nous allons passer ensemble pour améliorer notre connaissance de ce grand homme. Grand par la taille, c'est vrai, mais également très grand par les idées, par les ambitions qu'il nourrissait pour l'Afrique. C'était un grand Africain. Ça, c'est une dimension de l'homme que j'ai toujours appréciée, parce que je sais qu'il avait compris depuis le départ que l'avenir de l'Afrique est dans son intégration et dans son unité. À l'issue de cette rencontre de 3 jours, d'importantes recommandations et des résolutions seront formulées par les participants. Elles serviront de base pour l'organisation très prochaine d'un colloque international au Mali sur la vie et l'œuvre de l'ancien président Modibo Keïta.
Et le président John Kouda vient de le dire, le symposium c'est sur 3 jours, demain vendredi au programme de ce symposium international, donc sur la vie et l'œuvre du président Modibo Keïta. Il y aura des communications importantes, notamment sur la problématique de l'indépendance à travers l'action politique du président Modibo Keïta, la pensée politique du président Modibo Keïta, l'armée malienne sous la Première République, image du président Modibo Keïta chez les populations keltamachèques dans la région de Kidal. À cet effet, la Commission nationale d'organisation du centenaire du président Modibo Keïta invite les étudiants, enseignants et chercheurs à venir massivement suivre ces communications faites par des professeurs émérites demain à partir de 9h dans la salle de presse du CICB. Le Collège sahélien de sécurité tient sa 5e session de son conseil d'administration. Avec un bilan positif, le Collège entend dynamiser ses activités afin d'apporter la stabilité dans les pays du Sahel. Mariam Zahara. Lancé à Niamey en septembre 2012, le Collège sahélien de sécurité participe au renforcement des capacités dans la lutte contre le terrorisme dans 3 pays. En quelques années, son bilan s'annonce positif. Le Collège sahélien de sécurité mène des activités de formation complémentaires à celles mises en œuvre par CT Sahel. Il élargit ses activités à la société civile, en l'occurrence les religieux, les communicateurs au sens large, les associations de femmes et de jeunes, les ONG, ainsi que les défenseurs des droits de l'homme. Le Collège sahélien de sécurité a incontestablement fait du chemin. Le bilan des activités de formation qu'il a réalisées est suffisamment révélateur en la matière. L'Union européenne s'attache à ce projet pour dynamiser l'efficacité de la lutte contre le terrorisme dans notre pays. Les actions de l'Union européenne dans le domaine de la sécurité s'appuient sur de nouveaux mécanismes comme le Fonds de stabilité et les missions PSDC. C'est dans ce cadre qu'ont été initiés le programme contre-terrorisme Sahel et le déploiement des missions dites civiles comme ECAP Sahel Mali, chargé d'appuyer le renforcement des capacités de forces de sécurité intérieure maliennes, et comme EUTM, la mission militaire chargée d'appuyer la formation et la réorganisation des forces armées au Mali. L'État malien réaffirme sa volonté et son engagement à soutenir ce collège qui cherche la stabilité du Sahel. Nous avions réaffirmé tout l'intérêt que la République du Mali accorde à cette rencontre sous-régionale qui permettra, je n'en doute point, d'apporter une contribution substantielle à la consolidation de la paix, de la stabilité et de la sécurité sur le continent en général et particulièrement dans le Sahel. Pour la construction des Mali stables et prospères et au-delà des États du Sahel, le Collège apporte un appui considérable dans une région en crise perpétuelle. Demain, 18 novembre, c'est la journée, 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants. À cette occasion, le ministre des Maliens de l'Extérieur, Abdraman Silla, a fait une déclaration des propos recueillis par Mamadou Fani. Demain, 18 décembre 2015, notre pays, à l'instar de la communauté internationale toute entière, célèbre la journée internationale des migrants. Cette journée a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 4 décembre 2000 à travers la résolution ARES 55-93 représentant l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Cette journée nous interpelle tous, singulièrement, et la communauté internationale toute entière, dont l'attention doit être portée sur la Convention adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1990, restée jusque-là insuffisamment appliquée par faute de ratification par nombre de pays. La multitude de défis, les nombreux conflits, catastrophes et problématiques diverses qui compromettent les migrations et les mobilités à travers le monde. Les conditions de vie précaires dans lesquelles sont les migrants du monde et les récurrents drames combien tragiques auxquels notre pays a payé un lourd tribut avec plus de 376 morts durant les 12 derniers mois.
Fin de la troisième session de la Cour d'assises. Au total, 63 affaires étaient inscrites au rôle. Cet exercice auquel les magistrats s'attellent chaque année permet de juger des cas d'assassinat, d'association de malfaiteurs, de coups de blessures volontaires ainsi que de vols qualifiés. Les détails, c'est avec Beili Kone. Au cours de l'année 2015, les 3 sessions d'assises ont porté en tout sur 317 affaires impliquant 576 accusés. Pour cette troisième session, 63 affaires ont été inscrites, dont 56 ont été jugées et 4 ont fait l'objet de renvois à une prochaine session. Cela dénote la disponibilité et l'engagement de tous ceux qui concourent aux actes de poursuite et d'instruction et à l'organisation des sessions d'assises. Malgré ces efforts, la maison centrale d'arrêt de Bamako regorgerait de détenus préventifs à telle enseigne que l'on est amené à se demander si nos efforts sont perceptibles. Le sujet mérite réflexion afin de dégager les voies et moyens propres à solutionner le problème de cette population carcérale qui interpelle la conscience humaine. La justice doit triompher, nécessairement, contre vents et marées. Cette tâche, elle nous incombe tous, vous, y compris ceux qui ont comparu ici devant vous. Parce que notre justice n'a pas seulement cette vocation condamnée. La justice a ce rôle éminemment éducateur. Une occasion saisie par le procureur général de la Cour d'appel d'inviter tous les magistrats à plus d'engagement pour l'atteinte des objectifs. L'occasion est bonne aujourd'hui, puisque dans mon réquisitoire d'ouverture, j'ai évoqué plusieurs préoccupations et je me suis fondé sur la loi et uniquement sur la loi. Ces assises ont pu, malgré toutes ces vérités, se tenir avec plus ou moins de bonheur. Nous espérions sur une procédure à 100% et une assise à 100% des dossiers, que nous ne sommes pas parvenus malheureusement. Nous ferons continuer à faire sous l'effort. Nous pouvons retenir au titre des remboursements la somme de 32 365 000 francs CFA. Les dommages et intérêts se chiffrent à 14 835 000 francs et les amendes prononcées s'élèvent à 55 020 000 francs CFA, soit un montant total cumulé de 102 220 000 francs CFA. À cette session 2015 de la Cour d'assises, les peines prononcées vont de la peine de mort à la peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, en passant par la réclusion à perpétuité et par la réclusion à temps. 30 accusés ont été acquittés et 50 condamnations par contumace ont été prononcées. L'approvisionnement correct des officines pharmaceutiques en produits de lutte contre le paludisme, c'est ce qui réclame l'Association pour la promotion de la santé au Mali. L'association, après le constat d'insuffisance en produits contre le paludisme, renforce les capacités des gestionnaires des officines. Adama Koulibaly nous en parle. Le paludisme est cause de 42% des consultations dans les centres de santé. C'est ce que déclare l'Association pour la promotion de la santé, APSAN, à travers son centre d'information pharmaceutique. Le centre, dans une enquête menée en 2012, a recensé plus de 211 000 personnes atteintes de paludisme. Parmi elles, plus de 1800 décès. Nous voulons savoir aujourd'hui quelle est notre mission, quel est notre rôle dans le cadre de cette lutte contre le paludisme. Dans tous les programmes qui se font, aussi bien au Mali qu'ailleurs, le côté privé n'est pas pris en compte. Aujourd'hui, l'Association pour la promotion de la santé, en collaboration avec l'Association Réseau Médicaments et Développement Remèdes de France, œuvre pour relever le défi d'améliorer les systèmes de soins et particulièrement la distribution des produits pharmaceutiques dans la lutte contre le paludisme. Les pharmaciens sont prêts à prendre leur part dans les programmes nationaux de lutte contre le paludisme. Ils sont disposés à notifier les cas. Ils vendent déjà des ACT et ils sont prêts à faire des TDR pour respecter les recommandations des programmes nationaux de lutte contre le paludisme. La bonne nouvelle, c'est que le 10 décembre, donc il y a quelques jours, le Fonds mondial a accrédité, agréé la demande de subvention présentée par le Mali pour les 3 subventions des 3 maladies, sida, tuberculose et paludisme, ainsi que RSS. Et donc à partir de janvier, on aura la signature d'une convention globale qui courra jusqu'au 31 décembre 2017 pour un montant de 110 millions d'euros.
Oui, le palu existe bel et bien chez nous et tue les gens si rien n'est fait. Par exemple, cette mission de riposte du ministère de la Santé était à Kidal, où il y avait une flambée de paludisme qui avait touché tous les cercles de la région. Grâce aux efforts déployés par le gouvernement, la mission est parvenue à vaincre le fléau. Le nombre de cas a considérablement baissé. C'est ce qui ressort de la conférence de presse organisée par la mission de retour du Kidal. Al-Jumatina était présent. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique avait dépêché une mission de riposte en 8e région. Objectif, faire face au paludisme qui était en train de gagner du terrain à Kidal. De retour de Kidal, les spécialistes étaient devant la presse pour faire le point. Le problème qui s'est vécu à Kidal, c'était une flambée de paludisme dans la région. Et ça avait touché tous les cercles, Tinensako, Abebara, Tessalit. Nous avons appliquer conjointement plusieurs stratégies en même temps. La première stratégie qui a consisté à faire la chimioprévention. Troisième stratégie, chaque équipe avait également pour mission de procéder à la pulvérisation intradomiciliaire des maisons, des dispensaires et des tentes dans chacune des localités touchées. L'intervention du département en charge de la santé a permis de faire face au paludisme. L'intervention est arrivée à point nommé, elle a même été un succès dans la mesure où, au départ, on craignait une épidémie parce que les cas étaient, en 2 semaines, les cas avaient été multipliés par 3. Mais avec l'intervention, on s'est rendu compte que de la fin de l'intervention, la tendance a chuté de façon drastique, ce qui est quand même un aspect positif. Le gouvernement est à féliciter, à remercier, parce que c'est dans un délai de moins de 3 jours que l'État a pu mobiliser et les médicaments et les ressources financières nécessaires pour permettre à l'équipe d'aller sur le terrain. Le coût global s'élève au-delà même de 59 millions. La population eux-mêmes, ils ont avoué que c'est la première fois qu'une grande équipe de ce genre arrive dans la région. L'envoi de la mission fait suite à la déclaration d'urgence sanitaire à Kidal. Les membres du comité de pilotage du programme de développement sanitaire et social PRODES 3 en conclave. Objectif échangé sur les acquis du programme au titre de l'année 2014 et du premier semestre 2015 afin de fixer les perspectives pour 2016. Agali Ag Agissa, reportage. Démarré en 2014, le programme de développement sanitaire et social PRODES 3 vise un objectif majeur, l'amélioration des conditions de vie des populations. Il s'agit de faciliter l'accès des services sociaux de base sur l'ensemble du territoire national pendant les 10 années qui va durer le programme. Les progrès enregistrés en 2014 et au premier semestre 2015 sont encourageants. Les actions menées ont permis de créer une synergie entre les différents acteurs impliqués. Cependant, la situation reste préoccupante. L'accès aux services sociaux de base demeure encore limité dans les domaines de la santé, la nutrition, l'eau, l'hygiène et l'assainissement, et l'éducation, particulièrement dans les zones de retour des déplacés et réfugiés. Cette limitation d'accès est principalement liée à l'insécurité, à l'absence de personnel étatique dans certains domaines. C'est pourquoi les attentes sont nombreuses. La présente réunion statutaire du comité technique prendra en compte, nous en sommes convaincus, la mise en œuvre du compact, mais aussi et surtout les objectifs du développement durable. Il faut noter aussi d'autres domaines dignes d'intérêt, tels que le développement des nouvelles stratégies partenariat public-privé, le renforcement de la nutrition. Force est de reconnaître que ce PRODES 3 2014-2023 constitue pour l'ensemble de tous les partenaires un défi majeur. L'espoir reste fondé sur l'appui des partenaires qui ont déjà réitéré leur engagement pour soutenir les actions du gouvernement. Cette rencontre de 2 jours devra être sanctionnée par des recommandations allant dans le sens de l'amélioration des indicateurs de santé d'ici 2023.
25e session du comité de gestion des activités aéronautiques nationales de la SECNA. Outre le renforcement des mesures de sécurité et de sûreté, il est également question de l'amélioration des conditions de travail à l'aéroport de Sikasso et de l'embellissement des différents aérogares. Une délégation de la Direction générale de la SECNA de Dakar a pris part aux travaux compte rendus. Moïse Traoré. La 25e session du comité de gestion d'activités aéronautiques nationales de la SECNA fait le point de l'exploitation des infrastructures et des ressources humaines. La reprise des activités au nord du Mali fait partie des préoccupations des précédentes sessions qui n'ont pas encore trouvé solution. Il est impératif d'aborder des réponses avec beaucoup d'engagement et de détermination de la part de nous tous, car il s'agit de renforcement de la sécurité aérienne. À cet égard, nous devons sans relâche travailler pour trouver des solutions appropriées dans les plus brefs délais. Conformément au plan quinquennal de services et d'équipements adopté le 12 février 2014, il est également question du projet de connexion de l'aéroport de Sikasso au réseau EDM pour son électrification. Des investissements sont prévus côté piste à l'aéroport de Bamako-Sénou. Les objectifs également qui nous sont assignés par le directeur général Amadou Ousmane Guité, c'était de mettre tout en œuvre pour que ces directives soient exécutées dans les délais et dans les ressources financières disponibles. L'aéroport de Bamako-Sénou, qui verra une image bientôt rayonnante, les investissements qui sont actuellement préconisés et qui débuteront bientôt en janvier, sont élevés à au moins 1,5 milliard. Ces coûts sont relevés dans un programme de services et d'équipement sur 5 ans, dont le montant s'élève à environ 75 milliards. La session qui adopte le budget 2016 propose des solutions à la mobilisation de ressources. Le plan quinquennal sera exécuté par ordre de priorité. Plus de 700 millions de francs CFA, c'est le budget prévisionnel de l'Agence nationale de développement des biocarburants, ANADEB, pour le compte de l'exercice 2016. C'est ce qui ressort de la 9e session ordinaire du conseil d'administration de la structure, nous dit Fademba Keïta. La présente session a pour but de faire le point d'exécution du budget du 1er janvier au 30 novembre 2015, notamment les dépenses de fonctionnement d'équipement et d'investissement exécutés. L'analyse du rapport d'activité 2015 met à nu les progrès réalisés dans les domaines de production et d'utilisation d'huile de pourrière et du biogaz, l'installation des presses et des unités de production phares d'électricité propre, l'appui en équipement et en intrants. Nous allons surtout voir les rapports d'activité en plus du procès verbal de la 8e session. Nous avons les rapports d'activité de l'année 2015. Et aussi tous les rapports budgétaires et les prévisions de 2016. Nous avons un budget prévisionnel de 700 millions pour l'année 2016. Afin de donner de nouvelles orientations à l'agence, les producteurs de biocarburants prévoient la mise en œuvre d'autres stratégies plus prometteuses. On est dans les 400 000 litres de biocarburants aujourd'hui, qui sont aujourd'hui utilisés au Mali dans le milieu rural, pour les moulins, pour les plateformes, et aussi pour le moteur d'électrification rurale, le groupe électrogène d'électrification rurale. Nous allons nous concentrer sur la production de l'huile, la relance des Mali biocarburants à Koulikoro. Les documents que je vous ai envoyés font état des activités effectuées durant la période de janvier à décembre 2015. Je vous demande donc de bien vouloir les examiner pour pouvoir donner des orientations et recommandations claires pour l'agence. Plus d'engagement et d'imagination s'imposent afin de surmonter les difficultés essentielles qui ont pour nom l'insuffisance des ressources allouées, des résultats de recherche sur la plante pourrière, le manque de fonds spécifiques pour les biocarburants, entre autres. La mairie du district tient depuis ce mardi sa dernière session de l'année. Cette session permettra aux membres du conseil d'évaluer ce qui a été fait et faire le point des activités en cours. Isaac Tchini. Cette 4e session ordinaire du conseil de district permettra d'examiner et consolider les acquis. Dernière de l'année, la session en cours est aussi celle qui permettra de faire des évaluations de l'année. Une grande partie sera réservée aux questions d'assainissement, aux questions de mobilité, aux questions de gouvernance. Avec le changement climatique, les questions d'environnement vont prendre une très grande partie et le comité
national d'organisation qui est en train d'œuvrer pour l'organisation du sommet Afrique-France en 2016, en partenariat avec la ville de Bamako, et a partagé un certain nombre de projets avec la ville. Donc nous serons dans l'obligation de nous pencher sur l'organisation de ce sommet au cours de cette session. Cette session est aussi, pour la mairie du district de Bamako, une occasion d'appeler les citoyens de la capitale à se donner la main pour une meilleure présentation de la ville de Bamako. Nous pouvons inviter, sensibiliser, aller vers davantage de pédagogie afin que nos concitoyens comprennent que vivre à Bamako nécessite un sacrifice et qu'il faille nécessairement que chacun paye sa taxe. Quand nous voyons qu'au niveau de Bamako, le taux de recouvrement de la TDRL ne dépasse pas les 10%, je pense que ça c'est quelque chose qui fait mal et qui mérite d'être amélioré. Que nous devons aller vers la population, les faire comprendre qu'il est nécessaire, qu'il est important que nous puissions payer notre taxe afin que la ville soit propre, afin que les caniveaux soient curés, afin que le pont soit réalisé, afin que nous puissions assister nos forces de sécurité à assumer la sécurité de nos concitoyens. Donc c'est ensemble que nous pouvons améliorer, faire en sorte que le civisme revienne. La session prendra fin le 23 décembre. À Caille, plus de 27 milliards 360 millions de francs CFA pour près de 300 projets réalisés de 2002 à nos jours. C'est le bilan des réalisations de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales ANICT dans la région. Mahamadi Alioubari, correspondance. Cette visite de la Direction générale de l'ANICT permet d'édifier les acteurs de la décentralisation de la première région sur ses missions et les activités menées. Le directeur général de l'agence a expliqué le rôle de l'État dans le financement des programmes de développement. Il a insisté sur la nécessité pour les acteurs locaux de mobiliser les ressources financières. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à une dizaine de sources de transfert aux collectivités, ça va du commerce, du tourisme, qui sont en voie d'être transférées. Donc ça veut dire que franchement, l'État a concédé le développement local aux collectivités territoriales. Et de ce point de vue, l'appui à travers les services techniques, c'est une contribution de l'État, mais aussi à travers le Fonds national d'appui aux collectivités territoriales qui est logé au niveau de l'ANICT, l'État met des ressources pour appuyer le développement de chacune des 761 collectivités que compte le pays. Après un face-à-face entre l'ANICT et les autorités régionales, la délégation a visité quelques réalisations faites par l'agence, notamment l'hôpital mère-enfant, certains blocs opératoires et la nouvelle direction régionale de la santé, d'où la satisfaction du directeur général de l'ANICT. Par rapport au premier chantier, bloc mère-enfant, je pense que le niveau de réalisation est tout à fait satisfaisant. Nous avons juste fait quelques petites observations mineures afin de permettre aux patientes qui viennent payer les médicaments de ne pas être au soleil. J'espère qu'avec l'entreprise, cette solution pourra trouver une réponse rapidement afin que le patient qui est roi puisse être dans les meilleures conditions. Depuis 2002 à nos jours, l'ANICT a financé 2894 projets dans la région de Caille pour un montant de plus de 27 milliards 363 millions de francs CFA. En 5e région, la mise en œuvre des activités de la campagne agricole se poursuit de façon satisfaisante du point de vue des productions et des industries animales. C'est le constat fait par une mission nationale de supervision de la campagne conduite par le directeur national des productions et des industries animales, Moustapha Doumbia. Cette mission de supervision s'inscrit dans le volet production et industrie animale de la campagne agricole 2015-2016 harmonisée et consolidée. C'est pourquoi la délégation a d'abord échangé avec tous les acteurs du développement rural avant de visiter certaines exploitations de production de lait, de poulets de chair ainsi qu'une unité de transformation de lait en cours de réalisation. Globalement, la campagne évolue à hauteur des souhaits. À travers les échanges, nous nous sommes rendus compte que le niveau de réalisation de la campagne est assez acceptable. C'est vrai que pour l'agriculture, on est en fin de campagne, mais pour le sous-secteur élevage et sous-secteur pêche, nous sommes à mi-parcours. Et nous espérons qu'à la fin de la période réservée pour la fin de campagne pour ces deux sous-secteurs,
nous allons avoir de bons résultats. Au titre de la campagne en cours, la région de Mopti a déjà réalisé une production de 5 420 tonnes de viande rouge, 419 tonnes de lait, 7 500 sujets de poulet de chair et plus de 200 tonnes de cuir. Cependant, l'accès à certaines zones et l'insuffisance de personnel sont entre autres difficultés qui affectent la réalisation des objectifs de la campagne. Pour ce qui concerne l'enclavement dû surtout à des problèmes d'insécurité dans les zones du delta intérieur, je veux dire les cercles de Tenankou et Iwaru, c'est des difficultés réelles auxquelles il faudra trouver des solutions immédiates. Le deuxième point, c'est l'insuffisance en ressources humaines. Avec la mutualisation des efforts, certains cadres, par exemple de l'élevage, interviennent dans le domaine de la pêche, ou certains cadres de l'agriculture interviennent dans le domaine de l'élevage et vice-versa. Rappelons que la région de Mopti est une zone d'élevage par excellence avec 22% du cheptel national. Demain, 10h-13h, à Amara Mali Diallo pour les éditions du soir. Retrouvez Assata Ibrahim Maïga. Merci à la rédaction. Grand merci à nos téléspectateurs de Pointe-Noire. C'est au Congo-Brazzaville, le JT des formations dans les programmes ce soir avec Mohamed Toussa. Et je vous souhaite une merveilleuse nuit.